Quelles sont donc les conditions requises afin de remettre un aliment sur une source de chaleur? Il est en effet interdit de remettre un aliment sur une source de chaleur au cours du Shabbat. Quand on parle ici d'une source de chaleur, ça veut dire au point de changer la nature de cet aliment. Car cet acte peut être assimilé à une véritable cuisson, à moins de remplir les conditions suivantes. Rappelez-vous qu'il y a toujours des règles d'avertissement. Si vous faites ça, vous allez transgresser, mais sauf si. Donc tout est important. C'est d'abord l'interdiction, et ensuite, quelles sont les conditions qui finalement nous permettent légalement de faire que cette interdiction ne soit pas une interdiction. Premièrement, si la source de chaleur, elle est ce qu'on appelle recouverte, ou en hébreu, ce qu'on appelle un esh mechoussé, un feu couvert. Et on vous ajoute ici une plaque de Shabbat ou une plaque en amiante qui recouvre le feu. C'est le cas notamment des fameuses plateaux de Shabbat. Alors que là aussi, il faut faire attention, il y a des plats de Shabbat. Aujourd'hui, à ma connaissance, la plupart des plateaux, elles sont commercialisées avec un véritable hercher, une garantie de conformité rabbinique. En général, je ne connais plus beaucoup, ça fait des années que je ne vois plus des platas qui sont commercialisés sans le tampon de l'autorité rabbinique qui a vérifié que ça respectait. Parce que si ce n'est pas le cas, ça peut être problématique. Il y avait des industriels qui ont créé des fameuses plaques chauffantes exactement comme, j'allais dire, des plaques électriques classiques qui n'ont pas cette condition religieuse en plus, ce qu'on appelle de Esh Mechoussé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que si, par exemple, vous ouvriez, si vous le faites d'ailleurs, vous ouvrez votre plata, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'il y a une résistance en bas, dans la partie métallique du bas de la plata. Cette résistance, elle a le statut de Esh, le feu, qu'on appellera aussi Klirishon. Et vous avez le dessus de la plata, le côté marron, sur lequel vous allez mettre les fameux plats. Mais qu'est-ce qui se passe? Entre ce dessus de la plata et la fameuse résistance, il y a une plaque, soit en amiante, soit en quelques matériaux prévus à cet effet pour cela, qui constituera une couverture sur le feu. C'est ça qu'on appelle Esh Mechoussé. Vous comprenez bien, j'essaie de vous expliquer lentement pour bien que vous compreniez le concept de Esh Mechoussé. C'est parce que ces platas ou ces platotes en hébreu sont avec Esh Mechoussé qu'on peut les utiliser de la manière dont on les autorise. Parce que sans cela, il y a plein de choses qui seraient interdites, même sur la plata. Vous comprenez? Alors, déjà, le principe qu'on a vu dans les enregistrements précédents, dans les cours précédents, c'est que, a priori, on doit tout faire pour créer les conditions pour ne pas avoir de galère de halakha, tout simplement. Le béaba de quelqu'un qui aujourd'hui est religieux et intelligent, pratiquant les mitzvot et respectant le Shabbat, il ou elle fait en sorte que tout soit tout simplement cuit, préparé avant Shabbat, sans galère. Complètement. Et donc, à l'entrée de Shabbat, vous mettez ça sur la plata pour simplement entretenir la chaleur de ce que vous allez manger vendredi soir. Et là, il n'y a même pas de malaise. Mais non, la question se pose, et si vous voulez pour le lendemain, samedi midi, alors il faudra vous absoudre à ne mettre sur la plata que un plat qui puisse tout simplement supporter la cuisson toute la nuit. C'est ce qu'on appelle dans le langage du Shulchan Aruch le hamin, fameux plat chaud que le frère Ashkenaz appelle le chulent, qui vient de exactement de cholan, c'est ce que Rashi rapporte là-bas. Cholan, c'est un plat qui est très très chaud et qui a été cuit très lentement pendant toute la nuit. Donc nos frères Ashkenaz appellent ça le chulent. Les Sfaradim d'Afrique du Nord appellent ça la tfina et d'autres appellent ça le hamin. Mais enfin, quel que soit le nom, que ce soit hamin, chulent ou tfina, dans tous les cas, il s'agit d'un plat qui supporte le fait de rester sur une plata toute la nuit et de préférence évidemment sans cramer. Donc on mettra suffisamment d'eau à l'avance et on veillera aussi à ce que ce plat, eh bien, soit a déjà été suffisamment cuit avant Shabbat pour être consommable
même de manière un petit peu non achevée, mais au moins consommable en l'espèce. Et à ce moment-là, on peut le laisser toute la nuit. Et sinon, ça peut être problématique d'après de nombreuses autorités. D'accord? Donc, dans les faits, vous avez par exemple une immense plata. D'accord? Ce que vous allez utiliser en dernier, c'est-à-dire pour samedi matin, vous le mettez au fond de la plata. Et ce que vous allez utiliser pour vendredi soir, vous le mettez devant la plata. Tant qu'à faire, soyons pratiques et intelligents et réfléchis pour qu'il n'y ait pas de galère. Maintenant, pour un plat qui aurait du mal à tenir bon pendant toute la nuit, alors on recommande, en plus du fait que la plata soit eshmechoussé, on recommande de mettre une grille au-dessus pour que, bien qu'elle soit conductrice au niveau de la chaleur, elle constitue un écran supplémentaire par rapport à la fameuse plata. Et comme vous le comprendrez, ce sera utile pas simplement pour veiller à ce que ça crame pas ou que ça ne que l'eau, disons, ne soit pas trop rapidement évaporée. C'est aussi pour ceux qui s'autorisent ou, disons, comptent sur certains poskim qui permettent de mettre sur la plata, même pendant Shabbat, quelque chose qui a déjà été complètement cuit et qui est sec. Les choses sont vues, etc. Ou même le pain, pour réchauffer le pain. Alors, cela sera possible lorsque justement on le met sur une grille et on surveille pour que il soit mis 5 minutes, le temps de chauffer, mais pas plus. Parce que si vous le laissez davantage, ce pain il va cramer. Et c'est pas parce que le pain il a déjà été pétri et enfourné et déjà tout joliment doré. Si vous voyez qu'il y a une partie de ce pain qui est toute blanche et que vous le mettez directement sur la plata, vous pouvez être certain qu'il va devenir noir. Et donc vous avez cuit pendant Shabbat, c'est interdit, même si c'est sec. Est-ce qu'une feuille d'aluminium est autorisée pour poser le pain quelques minutes? Oui, mais Si on n'a pas de grille, par exemple. si vous n'avez pas de grille, la seule chose, c'est qu'il faudra vraiment vérifier ce que je vous ai dit, à savoir que ça ne crame pas. C'est un peu risqué. Moi, je vous dis d'expérience que ceux qui n'en ont fait qu'à leur tête, en général, et ça... Parce que, pourquoi ça arrive? Mais parce que les gens sont des êtres humains, une fois encore, il ne faut pas qu'ils se fassent confiance. Ils commencent à parler avec le mari, avec l'épouse, ou avec le copain, avec ce que je sais moi, la copine, etc. Et tout d'un coup, ah, là, j'ai oublié. C'est humain d'oublier. Ça nous arrive tous. Donc, il ne faut pas trop se faire confiance. Donc, il ne faut pas créer des conditions qui permettent l'oubli. C'est tout. Quand vous mettez une grille, ou alors vous mettez, ce qui est possible également, c'est que si vous avez une marmite qui est sur le feu, que vous avez laissé toute la nuit, alors sur la marmite, vous mettez une assiette en verre et vous mettez le pain sur l'assiette. Alors, vous êtes sûr que ça ne peut pas cramer, c'est impossible. Et au risque de vous faire répéter, là, Oui. votre position sur la minuterie que j'ai entendue. Oui, oui. J'aimerais. Pour la minuterie, je vous ai déjà dit, il y en a qui autorisent certaines choses, mais nous, on n'autorise absolument rien. Parce que à la base, la minuterie, elle a été conçue pour l'utilisation mécanique de l'électricité pour, par exemple, permettre à quelqu'un qui dort dans un salon de ne pas être gêné par la lumière, que la lumière s'éteigne. Ou alors, de pouvoir, à l'inverse, utiliser la lumière pour pouvoir étudier la Torah vendredi soir, sans justement condamner celui qui va dormir dans le salon à ne pas dormir de la nuit à cause de lui. Donc c'est des raisons pratiques qui sont à la fois nobles et qui sont automatiques, qui ont été programmées avant Shabbat, il n'y a aucun problème. Certains ont étendu cette autorisation à la télévision, à la radio et à la plata. Alors cette autorisation-là, bien que certains s'y sont risqués, elle est plus que contestée et à notre humble avis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Qu'il faut éviter. Ça va être la révolution. Pardon? Non, je dis ça va être la révolution. Oh, C'est le foyer que je connais qui programme La révolution. la plata. Non, mais je Encore un peu, vous allez me traiter de révolutionnaire. Personne va vous croire. Non, Non, mais c'est pas... ce que je veux dire. Oui, je comprends, hein, je me sais. Sur qui s'appuyer, c'est pas pour insister. Mais... Alors appuyez-vous sur lui. Si vous avez sur qui vous appuyez. Moi, je m'appuie sur personne. Moi, je m'appuie sur la Torah, sur les Chachamim, sur les poskim dans lesquels
je crois qu'ils ont raison. Non, non, on n'utilise pas, la plata, on n'utilise pas la minuterie pour la plata, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je sais qu'il y en a qui le font, j'ai pas dit le contraire. Nous, on l'utilise pas. Moi, vous demandez mon avis, je vous le donne. Après, ceux qui vivent dans une communauté autre et sur qui s'appuyer, enfin, qu'à ça. De mon point de vue, je pense qu'ils ont tort. Je pense. Non, mais j'entends bien ce que vous voulez dire. Et je vais vous dire mieux que ça. Ouais. Que ce type d'approche-là, elle est à l'origine d'innombrables entorses au règlement. Alors d'un côté, on fait un cinéma pas possible pour dire attention, celui qui transgresse Shabbat, c'est comme s'il transgresse toute la Torah. C'est pas du cinéma, ça. Tout le monde le dit. Le Talmud le dit, les poskim le dit, le Mishnah Berurah le dit, les petits comme les grands, tout le monde est d'accord. Et là, ils sont en train de me trouver des trucs. Quand les rabbinim ont trouvé des artifices légaux pour contourner des règles, c'est pour des raisons morales. Parce qu'il s'agit, par exemple, de traiter des gens, des patients qui sont malades, qui sont dialysés, qui ont besoin, vous comprenez, ou alors pour des bébés. Mais pas pour que des choses puissent être utilisées à d'autres fins, c'est-à-dire d'être feignant. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Les autorisations, c'est pas pour être feignant. C'est pour permettre quelque chose qui est moral, qui est exemplaire. C'est pour être feignasse. Alors la télé, n'en parlons pas. C'est comme le gars qui fait le kidouche. Hein, ça doit vous rappeler une scène, là. Le gars qui fait le kidouche, d'accord, et qui fait taire tout le monde. Taisez-vous, vous ne parlez pas. Entre le kidouche et le motzi, hein, et puis tout d'un coup, bloum, la télévision qui s'allume, et il regarde comme un malade mental, et c'est quelque chose qu'un juif n'a même pas le droit de voir. Vous voyez, leur d'incohérence. Quand les gens font de la halakha que de la technique stupide, sans aucune moralité. Donc, moi je vous dis ce que j'en pense, après vous faites ce que vous voulez. Mais croyez-moi, il vaut mieux rester cohérent. On n'a pas besoin de minuterie. Dites-moi, pendant 3000 ans, on a vécu sans minuterie. C'est comme ça qu'on respecte les Shabbats. Alors, on peut déjà on a fait énormément d'efforts et grâce à Dieu, énormément de confort pour faire son Shabbat avec toutes les facilités possibles. Ils deviennent fous à vouloir toujours trouver cet excès, cet extrémisme à trouver au nom et par la halakha des ouvertures. Aujourd'hui, ils vous mangent des pâtes kasher les Pessah et des pizzas kasher les Pessah. C'est d'un ridicule insupportable. Celui qui a grandi toute sa vie en respectant les règles de kashrut, il supporte pas tout ça. Vous allez me dire, pourtant, il y a des rabbins qui permettent. Ben oui. Sur cela, il est marqué la corruption, elle aveugle les gens qui sont sages et elle fausse les paroles des tzadikim. C'est-à-dire qu'on va utiliser les paroles de la Torah, leur faire dire ce qu'on veut. Alors que Dieu les protège et leur donne ce qu'ils veulent. En tout cas, nous, on ne mange pas de ce pain-là, c'est le cas de dire. En plus, c'est Chamesh. Alors revenons quand même maintenant au dixième de Shabbat. La source de chaleur doit donc être recouverte. Comme on a dit, par une plaque de Shabbat ou une plaque en amiante qui recouvre le feu. Deuxième condition, l'aliment est parfaitement cuit. Il est parfaitement cuit, vous entendez? Et le plat, il est encore bouillant. Troisièmement, l'ustensile de cuisson n'a pas été déposé sur le sol. Il n'a pas quitté ni déposé sur le sol. Quand on dit le sol, c'est l'avdavka, le sol. C'est même si c'est le plan de travail avec des carrelages, vous savez, comme il y a souvent, ou du marbre. Mais, par exemple, sur une table ou sur une chaise, qui ne change pas, qui ne laisse pas encore le temps de changer de température, ou tout objet intermédiaire. Dans tous ces cas-là, si on l'a posé, on peut plus remettre. Il y a des gens qui disent, ouais, moi j'ai mon Rav Madi. Toute la journée, j'entends mon Rav Madi. C'est tous ces rabbinim qui permettent, soi-disant, des choses incroyables. Tous les jours, j'apprends qu'il y a des rabbinim qui permettent. Je sais pas, il y a quand même... C'est pour ça qu'on étudie la halachot, quand même. C'est pour savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Alors, il y a des fois où, il y a des marlocotes, c'est vrai. Il y a des points sur lesquels... Par exemple, je vous donne un exemple.
l'exemple pour l'histoire alors, d'après tout le monde, tout ce qui est liquide, c'est interdit. Mais il y a une marloquette pour savoir qu'est-ce qu'on appelle justement ce qui est liquide. Est-ce qu'un poulet, par exemple, qui a du gras, le gras de ce poulet, qui va suinter, est-ce que ça s'appelle liquide ou non? D'après certains poskim, ils disent que ça s'appelle oui du liquide et qu'il faut pas le mettre du tout sur la plata, ou alors si on le met sur la plata, il faut que ce soit vraiment bien au-dessus, avec l'histoire de la grille comme tout à l'heure, et qu'il ait été complètement cuit, y compris sa gélatine, avant Shabbat. Et dans ce cas-là, il tolère, je dis bien il tolère. Il y en a d'autres, pas du tout. Les rateries là, ils permettent, sans problème. C'est marloquette. Il y en a qui tolèrent, il y en a qui permettent. Chacun fera selon. Parce qu'il s'agit de quelque chose qui est sec. Et le gras est considéré comme des gens ayant déjà été cuits, il ne va pas recuire davantage. Pourquoi la marloquette? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'on appelle justement la chose qui est liquide. Je vous ai raconté dernièrement, pour ceux qui étaient là, qu'un jour, les gars sont venus, un traiteur, et ils ont commencé. Parce qu'on leur a dit que c'est permis, qu'est-ce qu'ils ont fait carrément? Le jour de Shabbat, pendant Shabbat, ils ont mis. Ah oui, mais le chômeur, il nous a dit, le chômeur en question, comme par hasard, il ne s'est pas levé ce matin-là. Et je l'appelle, je dis, quoi, tu as permis ça, toi? Il dit, moi, je dis, non, je suis rabbin, je n'ai jamais permis. Voilà. Voilà comment que ce genre de choses peut arriver. Donc il faut faire attention, il faut pas s'empresser de s'autoriser des choses parce qu'on a entendu dire. C'est pas comme ça qu'on étudie la halakha. La halakha, c'est pas un pif gadget, c'est pas quelque chose qu'on balance comme ça avec légèreté. Il faut étudier. C'est ce qu'on essaye de faire ici, malgré tout. On vous donne les bases. Je dis bien les bases. C'est pas faire c'est pas un diplôme rabbinique que vous allez passer avec ce que vous allez apprendre. C'est avoir des connaissances pour déjà éviter de dire des bêtises et ne pas transgresser de manière vulgaire et éventuellement de savoir déjà là où il peut ou pas y avoir problème. Et après, évidemment, vous conformer à ce que le rave auquel vous vous êtes, disons, habitué à écouter la parole, les psakim, vous savez que dans les Pirkei Avot qu'on récite en ce moment, il y a 2 fois où on fait mention de l'obligation pour un juif d'avoir un rave. Asel Charav, Veissalek min hasafek, et Asel Charav, Uknelecha Chaver. Dans un premier cas, il est dit, il faut que tu choisisses un rave et que tu t'éloignes du doute. C'est quel rave? C'est le rave dont tu attends une réponse de halakha. Déjà, ce rave-là, est-ce que tout le monde a un rave comme ça? C'est pas sûr. Il y a des gens, quand ils veulent savoir, ils vont prendre le livre. Si ça veut lire 3 mots en hébreu, ils vont déjà lire le livre en hébreu qu'ils ne comprennent même pas, ou alors lire en français mais qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas étudié avec un rave, et ça y est, ils s'octroient le titre de rave et ils vont décider tout seuls. Mais non. Pourquoi il faut avoir un rave? Parce qu'au moins le rave, lui, il a étudié pendant des années, et il saura te dire exactement, pour la question précise que tu poses, quelle est la réponse qui convient. Donc tu as besoin d'un rave. Ça peut être le rave de ta communauté, c'est même idéal si c'est la communauté que tu fréquentes. Mais à condition que ce soit un rave qui répond aux questions. Parce que si c'est un rave qui répond aux questions, alors ok, tu le respectes, ok, mais tu vas voir le rave qui répond aux questions. Et puis il y a un autre rave qui est Asel Charav Istalik Benazerek. Pardon, Asel Charav Uknelecha Chaver. Choisis-toi un rave et acquiert un compagnon d'études. Ce rave-là, c'est celui qui t'apprend à étudier la Torah. C'est encore autre chose. Est-ce que ça peut être le même? Oui, ça peut être le même, bien sûr. C'est souvent le cas. Ceux qui étudient avec nous, par exemple, au collège, c'est ce qui, en général, ils étudient avec nous. Et ils apprennent à étudier avec le Daf Yomi, avec le Shulchan Aruch, et également la halakha psuka. Donc, dans ce cas-là, on est le rave dans les 2 sens. Mais d'autres, on est le rave que dans un sens ou que dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils vont dans une communauté et ils suivent, etc. Alors, chacun, mais il faut avoir une autorité morale, religieuse, halachique, à laquelle aujourd'hui, où tout est manipulé par les réseaux, on fait croire que le rave, c'est Internet. C'est Internet. C'est ni le rave de sa communauté, ni le rave avec lequel on étudie, ni le rave avec lequel... Non, ça c'est la négation de tous ces rabbinim qui sont sérieux et sur place. On va demander à qui? Tout par Internet. Rav Google, ouais.
Mais en l'occurrence, moi aussi, je fais des vidéos sur Internet, c'est pas parce que ça correspond à une nécessité apparemment de l'heure et qu'on arrive à joindre plus de gens. Mais je ne dis pas aux gens d'écouter ce que nous disons. J'ai écouté ce que nous disons uniquement pour la connaissance, pour l'application lorsque ce sont des gens qui nous choisissent, mais sinon, qui demandent à leur rabbinim, qui le confrontent, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais on ne peut pas, sur la base de ce qu'on entend et que l'on croit avoir compris, décider tout seul. Ça ne fonctionne pas. C'est comme si vous écoutiez une vidéo et que sur la base de la vidéo, vous décidiez quel est le traitement que vous allez appliquer en cas de maladie. Vous êtes sérieux? Vous allez faire ça? Vous allez voir un médecin. Les rabbinim, ce sont les médecins de l'âme, comme dit le Rambam. C'est pas moi, c'est pas une formule que j'ai inventée. Le Rambam vous dit, de même qu'il faut voir un médecin pour les problèmes de maladies du corps, ainsi pour les maladies de l'âme, il faut voir un médecin qui s'appelle le Talmid Chacham. Tout simplement. Et lui qui était à la fois un médecin du corps et un médecin de l'âme, il savait de quoi il parlait. Lui, il est crédible. Donc moi, modestement, je ne fais que le citer. Tov. Donc, l'ustensile de cuisson, donc s'il n'a pas été déposé sur le sol, mais sur une table, une chaise ou tout objet intermédiaire, alors ce sera permis. Donc s'il n'a pas fait tout ça, on évitera aussi de le déposer sur le plan de travail de la cuisine, à moins d'y avoir posé une serviette en guise d'objet de séparation. Pourquoi? Parce que la serviette ne change pas le degré de température. C'est-à-dire que si vous le mettez sur le plan de travail, le plan de travail, il est froid. Quand vous mettez du bouillant sur du froid, il y a le principe de la chute thermique qui fera que désormais, si vous remettez sur le chaud, vous allez refaire partir un processus de cuisson ou de chauffage. Alors, il y a des différences entre Séfarad et Ashkenaz, entre certains poskim et d'autres poskim, c'est vrai. Pour les Ashkenazim et pour certains Séfaradim de l'Afrique du Nord, il faut préalablement remplir des conditions suivantes. Premièrement, que la source de chaleur soit recouverte, ça on a déjà dit. L'aliment qui soit parfaitement cuit, on l'a déjà dit. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le plat soit encore bouillant, il suffit qu'il n'ait pas encore totalement refroidi. Donc là, c'est un peu plus cool sur ce point de vue-là. L'ustensile de cuisson est encore dans ses mains et il n'a pas été posé sur une table ou sur une chaise. C'est aussi ce que nous appliquons. Et on n'a pas besoin de poser sur quoi que ce soit. On le prend, on sert dans... Puis après, on peut le remettre. Dans quel cas on fait ça entre nous? On fait ça pour le cas où, par exemple, ça arrive encore malheureusement dans les nouvelles générations, où l'enfant, au lieu de prier avec son père à la synagogue et de venir en même temps que tout le monde pour manger, eh bien à la mode de la rébellion ambiante, il va venir quand tout le monde a déjà fait son kidouche, tout le monde a fait le motzi, il vient 1 heure après. Sa mère, en mère digne de ce nom, elle dit « Ah, le pauvre quand même, bon, il faut quand même qu'il mange chaud. » Dans ce cas-là, comment on fait? Alors si vous pouvez même servir sans faire couler la moindre goutte à côté, vous le laissez sur la plaque et puis on n'en parle plus. Mais si vous avez peur de faire couler des gouttes, alors vous soulevez, vous mettez sur un plat et sans poser nulle part ailleurs, vous remettez en attendant que ce bambin rentre à la maison. Mais tout ça, c'est des cas d'hypothèses tout à fait pragmatiques et qui peuvent exister, mais qui doivent être évités, mais pour une autre raison, pas du tout liée au Shabbat. Sur le plan de la cacheroute, plutôt des lois sur le bichoul, c'est sur une autre loi du Shabbat. La beauté d'être en famille le Shabbat, il faut être ensemble. C'est pas chacun sa vie. Le Shabbat, il a été donné entre autres pour que tous les Juifs soient réunis, pour que les familles soient ensemble, que monsieur, madame et les enfants soient ensemble. Toutes ces familles complètement éclatées, où le père il arrive à telle heure, la mère elle arrive à telle heure, c'est quoi ça? Ça ne crée pas les conditions de respecter le Shabbat comme il faut. Donc ça, on n'est plus dans les dynimes du bichoul, mais dans les dynimes de l'esprit du Shabbat. Comment vivre un Shabbat vraiment shabbatique? Donc l'ustensile de cuisson est encore dans les mains, etc. Maintenant, si l'individu avait l'intention explicite de remettre le plat sur la source de chaleur après s'en être servi, donc il a le droit de faire comme je viens de dire, de soulever et de remettre aussitôt. En cas d'utilité, si l'une des deux dernières conditions n'a pas été remplie, il est permis à une personne ashkénaze ou qui se repose sur les ashkénazim qui
qui suivent cette halakha, de remettre le plat tant que les autres conditions, évidemment, sont remplies. Après avoir rempli ces conditions, il sera évidemment permis de retirer le plat et de le remettre sur la plaque à plusieurs reprises. Encore une fois, quand on a toujours respecté ces conditions. Selon l'ensemble des avis, si la source de chaleur n'est pas recouverte, il est totalement interdit de remettre le plat même s'il est parfaitement cuit et encore bouillant. Si l'ensemble des conditions bien sûr ont été remplies, mais que le plat a refroidi, il sera possible de le remettre sur la plaque tant que l'aliment est totalement sec. Mais si ce n'est pas le cas, évidemment, cela sera interdit. On va s'arrêter pour aujourd'hui et on poursuivra les attentions la semaine prochaine. Shabbat shalom.